sine qua non pour, j'allais dire, avoir une vie à peu près équilibrée. 8 hommes nous accompagnent en permanence pour aller à la rencontre de la Mogadiscio d'aujourd'hui. Et c'est au pied de l'arbre de la liberté qui symbolise peut-être le mieux le combat des grands reporters de guerre que nous terminons cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet publicsena.fr. À très bientôt. Terrain politique poursuit son tour de France. C'est Jean-Pierre Raffarin qui répondra aux questions de Gilles Leclerc sur les grands dossiers nationaux et régionaux. Terrain politique avec Jean-Pierre Raffarin à Chasseneuil-du-Poitou, c'est lundi à 22h30 sur Public Sénat. Bonjour, j'ai invité cette semaine Frédéric Salabarou pour son livre sur De Gaulle et Pétain et Éric Emmanuel Schmitt pour une pièce intitulée Kiki van Beethoven. Frédéric Salabarou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous venez donc d'écrire un livre consacré à la relation entre De Gaulle et Pétain, que vous sous-titrez Le destin, la blessure, la leçon, qui est édité chez Robert Laffont. Et donc c'est l'histoire de cette relation entre deux hommes qui ont, par définition, plus que d'autres, marqué l'histoire de notre pays. Profondément, oui. Vous-même, vous avez été haut fonctionnaire, vous avez été, on va y revenir, conseiller social à l'Élysée. Mais aussi secrétaire général de la présidente de la République. Le président était Jacques Chirac, et c'est d'ailleurs vous qui, sur le perron de l'Élysée, annoncez la nomination de Dominique de Villepin comme Premier ministre. Dominique de Villepin, le CPE nous ramènera inévitablement à l'actualité. Mais il y avait aussi, dans les jours récents, une actualité Pétain, avec la mise au jour de ces documents où, sur le statut des Juifs, on s'aperçoit que Pétain avait lui-même annoté pour durcir le dit statut. Ça n'est pas une découverte, car dans votre livre, cette scène est racontée. Oui, ce n'est pas une découverte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le document et la façon dont Pétain l'a corrigé de sa main. Ça a été raconté par le ministre des Affaires étrangères de Pétain de l'époque, qui s'appelait Baudouin, en 1946, qui raconte la scène. Long conseil des ministres, Pétain est le plus dur. Il exige que les Juifs soient exclus de l'éducation nationale. Donc là, on a la traduction par un document de ce qui se savait, c'est-à-dire que Pétain, sans la pression des Allemands, a personnellement poussé au statut des Juifs et qu'au fond, il a été au cœur d'une logique d'antisémitisme d'État qui est un des piliers du régime de Vichy. Mais vous expliquez d'ailleurs qu'il y avait un fort côté revanche des anti-Dreyfusards dans la naissance de l'État français, dans le régime de Vichy lui-même. Oui. Et vous racontez au fond les prémices de ce qui va devenir, à vos yeux, qui est un coup d'État mûrement préparé, au fond, qu'il fallait abattre la République. Oui, c'est la fameuse divine surprise, avec dans les années 30, toutes ces personnes fondamentalement opposées aux idéaux de la Révolution, aux principes d'égalité, à la République, qui vont trouver en Pétain un excellent porte-drapeau politique. Et lui-même va changer dans les années 30. Le général républicain, après son passage au gouvernement, va se convaincre que la République est un danger pour la France. Et là, va accepter dans son entourage des gens comme Alibert, rencontrer Laval, et au fond devenir un porte-drapeau de cette logique contre-révolutionnaire. Et c'est lui qui, en 40, malgré son âge, avec une énergie extraordinaire, va passer à l'acte et va effectivement à la fois prendre le pouvoir et conduire ce qui est un véritable coup d'État, renverser la République et puis instaurer un régime de type salazariste, c'est-à-dire autoritaire, non républicain, corporatiste. Et alors là-dessus, on sait qu'il y a le 17 juin, donc l'appel de Pétain a cessé le combat, le 18 juin, l'appel du général de Gaulle. Après la guerre, de Gaulle décrète au fond que l'État français, cette période-là, a été, comment dire, une forme de parenthèse, une fiction, que la République n'a jamais cessé d'exister, ce qui est aussi ce que Churchill a aidé De Gaulle à faire vivre d'ailleurs. La République a continué de vivre à travers les Français résistants, puis à travers le Conseil national de la résistance, etc. Mais vous étiez à l'Élysée auprès de Jacques Chirac, lorsque Jacques Chirac, au fond, a mis fin à cette doctrine, qui avait été une doctrine qui avait
que jusqu'à François Mitterrand était la doctrine officielle de la France. Alors comment... quel est votre regard sur ce tournant majeur, malgré tout, dans notre façon de voir l'histoire, qu'a été le discours de Jacques Chirac au Veldiv? Le discours du Veldiv est, vous avez raison, un tournant politique majeur. La logique du général de Gaulle, elle est absolument juste pour l'époque. C'est-à-dire il y a un vrai coup d'État du maréchal Pétain, de Laval, d'Alibert, qui renverse la République. Et donc il y a une illégalité fondamentale, contrairement à ce qui a pu être dit, dans le régime de Vichy. Et de Gaulle, qu'effectivement Churchill reconnaît seul, quand il lui dit « vous êtes seul, eh bien je vous reconnais seul », va seul assumer pendant un temps la République, puis avoir le soutien du Conseil national de la résistance, et aussi des partis comme le Parti socialiste et notamment de Blum. Donc il a raison en 1945 de considérer que c'est une parenthèse, Vichy est une parenthèse qui n'est pas une parenthèse légale, et en plus dans un pays qui a été assez largement derrière le maréchal Pétain, collaborateur, c'est une façon au fond de souligner que non, la France n'a pas été pétainiste, n'a pas été dans la défaite et que la République dans sa continuité a été dans le camp des vainqueurs. Donc politiquement c'est à la fois juste et c'est absolument essentiel pour remettre la France debout juste après la guerre. Alors, là où effectivement Jacques Chirac, gaulliste, franchit un pas qui est un pas immense, c'est que lui va sur un autre terrain, qui est un terrain qui lui ressemble, c'est-à-dire qui est fondamentalement pragmatique. Il voit bien que la blessure de Vichy est immense, que pour la communauté juive, c'est pas vrai, il n'y a pas une abstraction de Vichy. C'est 4500 policiers en uniforme de policiers français qui sont arrivés et qui ont raflé des familles juives qui ont été déportées et bien souvent ne sont pas revenues. Et donc là, le mythe politique créé par les gaullistes et les communistes ne correspond pas à ça. D'où une blessure qui est absolument immense. Et c'est là que la parole présidentielle est essentielle. En nommant les choses, en disant oui, les fonctionnaires, l'État français ont été les complices du régime nazi, au fond, il nomme et il apaise. Et c'est là qu'il va au-delà de la doctrine gaulliste en considérant que la nécessité d'apaiser cette blessure en nommant les gens et en nommant les choses est supérieure à l'intérêt politique qui dans le temps s'est évidemment atténué de 1945. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle du discours du Veldiv, mais il y a deux discours de Chirac qu'il faut voir ensemble. Il y a le premier, le Veldiv, 1995, et le dernier, quasiment, 2007, quand il rend hommage au juste au Panthéon. C'est quasiment son dernier discours, et qui veut dire, par rapport à cette réflexion sur l'histoire et la mémoire, oui, la France, d'une certaine manière, s'est déshonorée, a été complice de l'occupant, mais il y a eu aussi des Français absolument formidables, de toute origine, de toute classe sociale, qui, eux, se sont levés seuls et qui ont pris tous les risques pour protéger les Juifs. Donc on est, au niveau du général de Gaulle, face à une doctrine politique, et au niveau de Jacques Chirac, sur quelque chose qui est différent, c'est nommer les choses et, au fond, écrire l'histoire telle qu'elle a été pour pouvoir apaiser. On est sur un autre terrain politique. C'est le verbe qui apaise, alors que le général de Gaulle, c'était la doctrine qui permet de relancer le pays. Et ce qui est intéressant, c'est que ça soit un gaulliste qui l'ait fait. Mais ça, c'est tout à fait Chirac. Absolument. Et d'ailleurs, on voit que cette question, au fond, est à l'origine de ce livre, De Gaulle-Pétain. C'est la question que vous posez d'entrée de jeu en disant « De qui sommes-nous les enfants ?» Est-ce que nous sommes les enfants plutôt des Français pétainistes, de ceux qui ont accompagné le maréchal jusque tard, ou bien les enfants de la résistance et des résistants? C'est une question... Et donc, au fond, vous vous posez à vous-même, mais que vous renvoyez aussi au corps collectif. Je pense qu'elle se pose à nous tous Français et à chacun d'entre nous en tant qu'homme ou femme. Nous tous parce que, nécessairement, la blessure est absolument hallucinante. La France était considérée comme la plus grande puissance militaire en 1940, s'effondre en quelques jours, renverse la République, bascule dans le camp de l'occupant, devient collabore et même participe au rafle, c'est-à-dire commet l'irréparable. Comment le pays des droits de l'homme, de la Révolution française, de ses idéaux peut faire ça? Donc là, il y a une question fondamentale sur notre nature profonde. Et puis, il y a une question qui est renvoyée par les deux hommes et qui est complètement intemporelle. C'est la question... Pétain porte au fond une idée, c'est il y a des moments où on n'a pas le choix. La France est vaincue, il faut bien collaborer pour protéger. C'est son fameux appel du 17 juin. De Gaulle, c'est une autre logique, c'est on a toujours le choix. Et donc il renvoie à chacun de nous, notamment dans l'adversité, à cette question fondamentale. Est-ce qu'on pense qu'on a toujours le choix, ou il y a des moments où il faut se soumettre au rapport de force? C'est en ça que c'est une question qui se pose à la fois aux Français,
c'est quoi l'identité de la France à travers cet accident et ce drame terrible de 40, et puis à chacun d'entre nous, quelle vision de la vie on a. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux hommes qui portent des visions de la France diamétralement opposées à partir de 40, et au fond des visions de la vie totalement opposées, se sont rencontrés 30 ans avant, en 1912, ont été très proches, et c'est ça qui m'a fasciné, c'est-à-dire cet extraordinaire roman français, la puissance romanesque est extraordinaire. Oui, qui est d'une très grande proximité, puisque De Gaulle écrit même pour Pétain. Enfin, écrit. D'abord, il y a cette rencontre. Pétain qui n'aime personne, qui est un colonel à 2 ans de la retraite, complètement placardisé, comme on dirait aujourd'hui. De Gaulle arrive par hasard dans son régiment à Arras, il sort de Saint-Cyr, et là, c'est une rencontre qui est extrêmement forte. Pétain qui n'aime personne, qui est très dur, voit tout de suite en lui qu'il a en face quelqu'un d'absolument exceptionnel. Et là, effectivement, quand il devient maréchal de France, qui décide de rentrer à l'Académie française pour succéder à son grand rival Foch, il se dit « j'ai besoin d'une plume ». Et là, il se souvient qu'il a connu cet homme exceptionnel, le jeune De Gaulle, qui devient effectivement à la fois son collaborateur préféré, sa plume, et plus fondamentalement quelqu'un qui compte. Peu de gens comptaient pour Pétain, De Gaulle comptait. Est-ce qu'il était le fils qu'il aurait voulu avoir? Peut-être même l'homme qu'il aurait voulu être, parce qu'il perçoit les similitudes entre eux, mais aussi les grandes différences. De Gaulle a une culture qui est absolument exceptionnelle, que Pétain n'a pas, et il a une foi dans l'action et dans l'énergie et dans le dynamisme, que Pétain, qui est profondément pétainiste et pessimiste, lui n'a pas. Donc il y a quelque chose avec un rapport dissymétrique. Pétain ne cessera jamais d'aimer De Gaulle malgré la rivalité extrêmement violente entre eux, alors que De Gaulle c'est différent. Il a toujours admiré le soldat, l'homme, le militaire de grande qualité, mais fondamentalement ce n'est pas un disciple de Pétain, même au début, c'est un disciple de Foch. Il croit que l'énergie permet de renverser les rapports de force. Et c'est en ça qu'ils sont fondamentalement différents, avec des similitudes jusqu'en 40, puisque l'un et l'autre, dans les années 30, vont construire un parcours d'ambition extrêmement fort pour arriver à être, au moment où tout le monde s'effondre, on attendait Mandel, on attendait Reynaud, toute la classe politique s'effondre, c'est ces deux hommes qui s'étaient connus 30 ans avant qui vont passer à l'acte et qui vont l'un et l'autre, d'une certaine manière, prendre le pouvoir. Mais derrière et au-delà de cette capacité à prendre le pouvoir, ces deux hommes qui ont deux conceptions de la vie extrêmement différentes, et ensuite qui vont conduire deux parcours politiques diamétralement opposés. Voilà, mais là, il y a une puissance romanesque incroyable. Extraordinaire, et qui vous a évidemment inspiré pour écrire ce De Gaulle-Pétain. Juste un mot avant qu'on ne se quitte, Frédéric Salabarou. Donc je disais que vous aviez été à l'Élysée, secrétaire général au moment du CPE, etc. Comment votre livre se conclut sur une sorte d'éloge du modèle français, d'ailleurs, face à tout ce dont on pensait que pourrait l'emporter, notamment la vague d'ultralibéralisme, etc. Donc en quoi c'est une espèce d'acte de foi un peu gaulliste que vous refaites à la fin du livre? Comment vous jugez les événements actuels? Vous les vivez comment? Évidemment, vous êtes loin maintenant. Oui, enfin, on n'est jamais loin quand on a, J'ai écrit ce livre parce que j'ai fondamentalement une passion pour la France et son modèle. Je suis d'origine étrangère, je ne suis pas né français, donc la France, ça représente quelque chose. Et à travers le parcours des deux hommes, c'est une façon d'exprimer cette passion dans le modèle français. Évidemment, la crise l'a montré, on pensait qu'il était complètement dépassé. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il a permis au pays de mieux tenir que d'autres modèles face à la crise qu'on a connue dans les 2 dernières années. Alors vous m'interrogez sur... Enfin, très brièvement, parce que notre temps est épuisé, mais en même temps, dans ce modèle français, il y a l'art et la manière de manifester aussi, manifestement. Oui, il y a une spécificité, mais depuis la Révolution française, et qui est probablement inhérent au génie français. Mais ce que je veux dire, c'est que, contrairement à ce qui a pu être dit, c'est un pays qui est tout à fait réformable. Il faut du temps, il faut de la pédagogie, ça peut être très difficile, comme la période qu'on connaît, mais la France est absolument réformable. Prenons un peu de distance sur la réforme des retraites. On l'a faite. On l'a faite, et puis... On l'a fait en plusieurs étapes. 93, Édouard Balladur l'a fait pour le privé. En 2004, on le fait à la fois pour le privé et le public, et on dépasse 40 ans de cotisation. En 2008, on fait les régimes spéciaux, et là, on franchit une autre étape. On verra comment les événements se déroulent, et on restera avec vous, Frédéric Salabarou, sur cette note, malgré tout, un petit peu optimiste. Merci. Absolument. En tout cas. C'est un pays qui est parfaitement réformable et tout à fait prêt à le faire. Merci en tout cas pour ce livre De Gaulle-Pétain.
Éric Emmanuel Schmitt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous offrez cette fois un livre en trois, un en trois ou trois en un. Bon, il y a dans le livre que vous éditez en ce moment chez Albin Michel, il y a une première partie qui s'appelle « Quand je pense que Beethoven est mort, alors que tant de crétins vivent ». Bon, vous l'avez bien dit. On en dira un peu plus tout à l'heure. Dans la dernière partie du livre, il y a la pièce Kiki van Beethoven qui est actuellement jouée au Théâtre La Bruyère, avec Daniel Lebrun comme interprète principal et seul interprète d'ailleurs. Et puis entre les deux, il y a un disque. Il y a un disque de morceaux que vous avez choisis de Beethoven, avec l'ouverture de Coriolan, un morceau de Fidelio, évidemment un passage de l'hymne à la joie, et d'autres morceaux qui vous sont chers. Et d'ailleurs, il faut lire la première partie du livre en écoutant. Parce que oui. Le livre tel qu'il est écrit, il est en même temps scandé oui. par les morceaux que vous nous faites mieux comprendre d'ailleurs, en les racontant aussi, et qui accompagnent votre démarche. Mais votre démarche est singulière en ce sens que vous nous expliquez que les musiciens, parce que ce livre sur Beethoven suit un livre sur Mozart et précède un livre sur Bach et Schubert, donc vous êtes vraiment dans la musique, vous expliquez que ce sont des maîtres de vie, oui. des sortes de guides. Alors comment en arrivez-vous là vous arrivez là plutôt. C'est tout ce que j'avais d'original à dire sur la musique, parce que je ne voulais pas en parler en musicologue ou en musicien, je voulais vraiment en parler comme homme. Et il se trouve que, effectivement, pour moi comme pour beaucoup de gens, la musique a joué un rôle fondamental dans ma vie spirituelle en fait. C'est-à-dire que le pouvoir de la musique, c'est de nous atteindre en dessous des raisonnements, en dessous des concepts, en dessous de l'entendement, à l'endroit où on ressent, où on éprouve, où on a des sentiments, où on a des émotions. Et ce pouvoir émotionnel de la musique me paraît très important parce que la musique pacifie, la musique apaise, la musique redynamise, la musique console. Elle a le pouvoir aussi de déplacer nos frontières intérieures par le biais de l'émotion. Et si elle nous touche aussi profondément, ça veut dire que la musique tient un discours de vie, un discours de sagesse. Alors quand vous retrouvez Beethoven, en fait, que vous avez passionnément aimé à l'adolescence, oui. Vous le retrouvez à l'occasion d'une exposition, comme ça vous vous baladez, vous tombez sur un masque de Beethoven, etc. Vous restituez ensuite, quand on écoute en même temps qu'on vous lit, vous restituez les émotions premières. Hein, oui. Bon, l'allégresse, l'énergie. Vous dites que c'est vous rechargez d'énergie en écoutant la musique. Et ça, c'est le premier stade. Mais ensuite, vous allez au-delà. Et vous en tirez presque... Ça change votre regard sur la vie, finalement. C'est un peu comme la rencontre avec un autre être humain. Complètement. Peut changer votre vie, votre regard. C'est une vraie rencontre, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après, marqué par la rencontre. Et effectivement, Beethoven, c'est quelqu'un qui m'aide à vivre, qui m'aide à penser. La 9e symphonie, comme testament, même s'il a écrit encore quelques quatuors après, est une chose qui me bouleverse, parce que cet homme qui a eu une vie épouvantable, né dans un foyer avec un père violent, une mère effacée, élevé avec des coups, connaissant la surdité à 26-28 ans, ne connaissant pas l'amour partagé parce qu'il ne veut pas imposer son infirmité à une femme, sa surdité, cet homme si malheureux nous laisse comme testament un hymne à la joie. Alors je me suis dit, il a compris quelque chose que moi, je n'ai pas compris. Et c'est pour ça qu'il m'a forcé à réfléchir, outre que je reçois la musique. Et quand j'écoute Beethoven, je comprends ce qu'est la joie. C'est-à-dire que la joie, c'est un rapport immédiat à ce qui nous entoure. C'est le contraire de la tristesse, ça, c'est pas nouveau. Mais la tristesse, c'est quoi? C'est le manque. Manque de quelque chose au passé qui a disparu, manque d'avenir, de projet, manque au présent. La tristesse, c'est vivre sa vie sur le mode du manque. La joie, c'est vivre sa vie sur le mode du plein, c'est-à-dire se satisfaire d'être, se réjouir d'exister, que les autres existent, être content de ce que l'on a et non pas rêver d'autre chose. Et ça, c'est une vraie transformation spirituelle, parce que je trouve qu'à l'intérieur de nous, on a la capacité de vivre la même situation sur le mode ou de la tristesse ou de la joie. Et Beethoven choisit toujours
La joie. Même s'il nous essore dans la tristesse parfois. Oui. Et la joie qui sert un peu de fil conducteur à votre première partie du livre, donc. Et vous écrivez une sorte d'ode à l'optimisme pour l'homme moderne, au fond. Oui. Mais alors, quand on lit les raisons d'être optimiste, elles sont soigneusement balancées. C'est sur le fil de rasoir. Oui, c'est-à-dire, je veux être optimiste parce que c'est la seule solution que le désespoir me souffle. Voilà. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, un certain optimisme est mort au XXe siècle, je dirais à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, quand on découvre les camps et quand on fait le calcul des millions de morts qu'il y a déjà eu dans ce demi-siècle. Cet optimisme, c'était celui, je dirais, du XIXe siècle, des philosophies de l'histoire, c'est-à-dire l'humanité s'améliorait. On ne peut pas penser que l'humanité s'améliore moralement quand on découvre Auschwitz. Et donc, la grande culture de la deuxième moitié du XXe siècle est une culture pessimiste, voire désespérée. Oui. Mais voilà, en même temps, comme toute culture dominante, ça devient un impensé, ça devient un préjugé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vivent optimistes et pensent pessimistes dès qu'ils ouvrent la bouche. On peut dire la même chose du progrès dont vous parlez aussi. Voilà. C'est la notion de progrès qui est aujourd'hui complètement dévaluée, dévalorisée, mais en même temps dont nous continuons de vivre et de profiter. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un véritable progrès des sciences et des techniques, mais il n'y a pas de progrès de la moralité. Les hommes ne sont pas meilleurs aujourd'hui qu'hier ou que de l'époque de Platon. Donc il faut abandonner cette idée et je disais construire un optimisme moderne. C'est pour ça que moi je le fais sous la forme d'un credo paradoxal. Oui, absolument, qu'on peut lire et réciter d'ailleurs. Voilà. Donc où je montre que c'est le sens aigu de la douleur, le sens profond de ce qui ne va pas, qui me pousse à être optimiste. C'est-à-dire que pour moi, l'optimisme et le pessimisme partent du même constat. Ça ne va pas. Le monde est mauvais, douloureux, on y souffre. Et ils ont chacun une réaction à ça. Le pessimiste consent, je dirais, aux forces négatives. Et l'optimiste, d'abord, distingue ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui, parce qu'il n'est pas stupide, et dit, sur la partie qui dépend de moi, je relève mes manches. Donc l'optimisme, je dirais que c'est l'intelligence qui s'allie avec le courage pour dire, améliorons ce qui peut être amélioré. Et moi, j'ai envie, mais avec d'autres, de réévaluer ce mot d'optimisme et ce mouvement. Et Beethoven m'a aidé à formuler tout ça. Oui. Et alors, dans cette promenade avec Beethoven et avec sa musique, puisqu'encore une fois, le disque est avec, il y a aussi une promenade dans notre univers culturel, un petit peu, où vous avez un regard un petit peu critique. Oui. Normal. Absolument. Et vous partez de cette fameuse formule de Gide, disant on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments, et où vous montrez très bien comment ça a été transformé en avec des bons sentiments, on fait de la mauvaise littérature. Et avec des mauvais, on fait de la bonne. C'est stupide, c'est pas du tout ce que voulait dire Gide. Bon, alors il y a une petite partie pas d'autodéfense, parce que vous n'avez pas à vous défendre, vous avez un public très, très vaste, très large, vous êtes traduit dans une cinquantaine de pays, en 43 langues, donc je veux dire, bon, vous avez la certitude de celui qui sait que son public est là. J'ai pas de frustration. Mais néanmoins, voilà, mais néanmoins... Mais j'ai pas de frustration, mais j'ai des combats. Ouais. C'est-à-dire que la faculté d'écrire, elle vient non pas des sentiments qu'on éprouve, bons ou mauvais, mais de la faculté d'organiser une histoire, une phrase, une pensée, et de créer un lien avec le lecteur. Donc ça n'a rien à voir avec la morale qu'on exprime. On peut exprimer une morale épouvantable et être un écrivain divin comme le Marquis de Sade. Et on peut avoir une très belle morale et être un écrivain divin comme Charles Dickens. Donc tout cela est sot, c'est-à-dire que... Et en fait, c'est symptomatique de quoi? De notre époque qui, je dirais, donne une prime au pessimisme, je dirais au cynisme aussi, et au nihilisme. Aujourd'hui, quand vous lisez par exemple des critiques de livres ou de théâtre, on parle de danse sublime au-dessus de l'abîme, on parle d'une réjouissante noirceur. L'expression « mise en abîme » d'ailleurs. Oui, c'est ça. A fait Flores. Oui, parce que l'abîme attire, etc. Moi, je veux juste dire, attention, on ne se rend plus compte de ce qu'on dit. C'est-à-dire, ça devient une langue de bois, c'est-à-dire, c'est idéologique, on a mis des lunettes et on ne sait plus d'une certaine couleur, et on ne sait plus qu'on a mis ces lunettes-là, et on prend ce qu'on voit à travers ces lunettes pour la réalité même. Donc,
D'où cet appel paradoxal et précis quand même à un optimisme d'aujourd'hui. Et alors le livre se termine par le texte de la pièce, donc Kiki van Beethoven, qui est, dont vous dites qu'au fond elle a été à l'origine de votre démarche, parce qu'on y retrouve évidemment Beethoven, qui est un des acteurs de cette pièce, l'héroïne étant une dame qui est maintenant en maison de retraite. Et vous avez des mots très à la fois justes et tendres pour les gens qui sont dans les maisons de retraite, que vous comparez aux adolescents. Oui, parce qu'ils vivent en bande, ils parlent plus de sexualité qu'ils ne le font vraiment. Ouais. Et ils sont quelque part sur les berges de la vie. Et donc, ils sont aussi très moqueurs. Et en même temps, ils doivent rendre des comptes à leur famille. Alors, ce qu'il y a, c'est que autant les adolescents rendent compte aux aînés, et évidemment, les vieilles personnes rendent compte à des gens qui sont plus jeunes qu'elles et qui sont beaucoup plus ennuyeuses que leurs propres parents. Donc, il y a ces êtres en marge. Et effectivement, ce que je raconte dans Kiki van Beethoven, c'est l'histoire d'une femme qui, en apparence, va bien. Parce qu'elle est drôle, parce qu'elle est acide, parce que c'est une sorte de cheftaine au milieu de ses copines. Et en fait, c'est une morte vivante. C'est-à-dire qu'il y a un chagrin qu'elle n'a pas osé aborder. Et donc, elle flotte. Et la musique va la réveiller. Parce que la musique va la chercher là où ça lui fait mal. C'est la musique de Beethoven. Et elle va quand même guérir, je dirais, par la musique et guérir ses amis aussi. Et du coup, changer la vie de ses amis, ses trois copines. Complètement. Qui sont avec elle. Oui, parce qu'elles vont, grâce à la musique, oser aller plonger dans leurs émotions. Parfois, il faut faire l'épreuve de l'extrême tristesse pour en tirer comme un jus la joie ou le bonheur. Mais par contre, si on ne pense pas à ce qui nous fait souffrir, si on se tient à l'écart, on se tient à l'écart de soi et on se tient à l'écart de l'existence. Je dirais qu'il y a deux concepts de bonheur dominants. Il y a se tenir à l'écart des émotions et des passions pour ne pas souffrir, c'est le modèle du sage tibétain. Oui. Donc j'aimerais moins ma mère, dit le sage tibétain, pour moins souffrir de la mort de ma mère. Et puis il y a le modèle beethovenien, je dirais, qui est je vais aimer intensément, quitte à souffrir énormément, mais à tirer de cette souffrance peut-être une leçon de vie et qui me fera encore plus aimer l'amour ou aimer la vie. Donc ces femmes, elles ont rendez-vous avec l'intensité des émotions. Et elles vont guérir. Elles vont arriver à la joie, mais ça sera en passant par la douleur. Donc cette pièce Kiki van Beethoven, donc donnée au Théâtre La Bruyère à Paris, est-ce que maintenant vous êtes plongé, parce qu'on vous imagine totalement écrivant tout cela, immergé dans la musique de Beethoven. Est-ce que maintenant vous vous êtes plongé dans la musique de Bach déjà, ou pas encore? Vous êtes voyant. Oui, exactement. Et donc vous allez comme ça, vous immergez complètement pour... Oui, parce que ça m'élève, parce que la musique, plutôt les grands compositeurs me font penser des choses que je ne penserais pas sans eux. Bach, par exemple, c'est une purification de ma foi. C'est d'ailleurs quelqu'un que je détestais quand j'étais jeune et que je n'avais pas la foi. Ensuite, qui m'a impressionné quand j'ai commencé à avoir la foi et qui maintenant m'aide à construire cette foi. Donc c'est un rapport qui est... Et c'est pas fini, il a beaucoup de choses à me dire. Il faudrait que j'attende encore pour écrire sur Bach, parce que je suis sûr qu'il me réserve des surprises. Et en même temps, oui, il y a beaucoup de traces de Dieu dans vos écrits là, sur Beethoven. Je suis très décomplexé par rapport à ça. Je parle très facilement de Dieu, parce que... Peut-être parce que j'ai passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire je suis né athée dans une famille athée, devenu étudiant en philosophie, puis professeur de philosophie, en plus élève de Derrida à l'école normale supérieure, je suis agnostique. Oui. Et aujourd'hui, et puis à 29 ans, je reçois la foi. Donc aujourd'hui, je me considère comme un agnostique croyant, ce qui est aussi un paradoxe ou un oxymore. C'est-à-dire que agnostique, parce que si on me demande si Dieu existe, je réponds je ne sais pas. Mais j'ajoute croyant, mais je crois que oui. Parce qu'il me paraît très très important de distinguer croire et savoir.